Sarah Barry et Benoît Hébert-Poulain forment un couple depuis plus de 10 ans et ont 2 enfants ensemble. Mais leurs vies ont basculé lorsqu'ils ont appris que Sarah était atteinte du cancer du sein. Dans l'adversité, leur couple s'est solidifié et ils se sont dit oui pour la vie le 22 août 2020. Sarah et Benoît, premièrement, merci de nous accueillir chez vous. C'est magnifique, dans votre cour arrière. On va parler de vous. Ça fait quand même une douzaine d'années que vous vous connaissez. Vous vous êtes rencontrés à Laval, si je ne me trompe pas. Donc, on se recule dans le temps. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Dans le fond, moi, j'ai travaillé avec la sœur à Benoît. Fait que c'est devenu une amie avec le temps. Fait que j'ai croisé Benoît au début comme le frère d'une amie. Puis avec le temps, bien, on s'est rencontrés, on a jasé, puis ça a fini par cliquer. On a fini par se dire chacun de notre côté, je pense, on a des belles discussions, puis c'est intéressant. Puis ça a développé une relation de couple. Puis c'est à quel moment que vous avez su que c'était pour être sérieux, vous deux? Ça a été assez rapide. Quand j'ai débarqué avec mes bagages. Ça a commencé assez rapidement, là. On a eu quelques dates, puis moi, j'habitais à Montréal, en appartement. Puis une journée, il est débarqué avec un peu plus de sacs, puis il disait « Ah, je travaille à Montréal cette semaine, je débarque-tu pour la semaine? » Puis j'étais comme « OK », puis finalement, il n'est jamais reparti. Jamais, wow, c'est assez intense, mais ça a quand même bien fonctionné. Ça a fonctionné super bien, ça a été comme une harmonie parfaite, puis on s'est dit, ben pourquoi pas juste rester ensemble, point. Puis on s'est jamais séparés depuis. Puis qu'est-ce qui vous a séduit l'un chez l'autre? Je sais pas, nos discussions, je pense. Oui, c'était assez profond, puis Ouais. l'ouverture d'esprit, la complicité, puis... Oui, on a toujours eu des discussions vraiment comme intéressantes, profondes. Il est cultivé. Fait je trouvais ça cool, on pouvait parler de plein de trucs. Puis je pense que ça a été vraiment ça qui nous a le plus comme le soudés. côté intellectuel. Ouais. Puis les mêmes valeurs aussi que vous avez toujours aujourd'hui. Ouais. Puis la barbe. Ah, la barbe, ça c'est très, très important. Elle est là depuis le début. Et puis là, à quel moment est-ce que vous avez décidé de fonder une famille ensemble? Ça a pris 2 ans à peu près avant qu'on décide de... Bien, moi, j'étais très maternelle. Je savais que je voulais une famille, puis c'était clair. Puis lui aussi, il voulait des enfants, puis... Fait qu'on... Ça s'est fait assez rapidement. Parlé ensemble, c'était planifié, l'arrivée de Chloé? C'était planifié, ça s'est passé super vite. On a été chanceux, on n'a pas eu besoin d'essayer très longtemps. Ça s'est passé très rapidement. Puis, c'est ça. Là, est-ce que vous avez acheté une maison ensuite avec l'arrivée de Chloé? Tu peux le raconter, si tu veux? Oui, en fait, on a eu Chloé en même temps. On a décidé de bâtir une maison, puis on avait beaucoup de trucs qui se passaient en même temps. Ça a été assez, je dirais pas houleux, mais il y avait énormément de choses qui se passaient en même temps. Ça faisait beaucoup de choses à gérer, puis émotionnellement, c'était... On a toujours beaucoup de projets. Puis c'est beaucoup de nouveautés, première grossesse, autoconstruction d'une maison, je veux dire, beaucoup de choses à gérer, à décider ensemble. Comment on va faire telle pièce, j'imagine. Est-ce que ça créait des frictions? Pas au niveau de comment on allait faire la maison. Ça, on était comme 100% d'accord sur tout. C'est le manque de sommeil, surtout, avec un nouveau-né. Trop de projets en même temps, trop de... Chloé, notre fille, dormait pas. C'était un bébé. On savait pas comment ça allait se passer. C'était le premier enfant. Elle
Elle dormait pas les nuits. L'autoconstruction, on avait un délai qui était court, c'était beaucoup de travail, c'était intense. Fait que les deux ensemble, c'était comme... On était juste épuisés, les deux. Là, il y a eu des frictions. Tu sais, ça a été dur là, sur le couple, honnêtement. C'était juste trop ensemble. Oui, et vous avez décidé aussi de venir vous installer ici, à La Chute, parce que Benoît, tu es originaire du coin, c'est Oui. bien ça? Et toi, Sarah, tu es originaire de Montréal. Oui. Donc, la Montréalaise en toi, c'était pas un grand pas de venir en région? Oui. Oui, Vraiment. OK. Mais je m'étais toujours dit que mes enfants, j'avais pas nécessairement envie de les élever à Montréal, en ville. Donc, tu sais, je trouvais ça intéressant. J'étais venue, je connaissais pas La Chute, moi, vraiment, mais on est venu, tu sais, quelques fois. Je venais voir ses parents ici avec lui. Puis je trouvais que c'était un beau coin, tu sais, proche de la forêt, des montagnes. C'est comme un bon juste milieu entre aller habiter complètement en campagne puis en ville. Mais oui, ça a été quand même un choc, là. C'était un gros move. Tu sais, à Montréal, tout est proche, t'as accès à comme, toute la vie urbaine. Mais je pense que c'était un choix qu'on a fait ensemble. Là. Tu sais, pour élever une famille, on trouvait que c'était bien. C'était un beau quartier. Un beau quartier. Et puis, par la suite, ça a pris combien de temps avant que vous décidiez d'avoir un deuxième enfant? Ça n'a pas été très long. Ça a pris... Ils ont moins de 2 ans de différence, un petit peu moins de 2 ans de différence. Là, fait qu'à peu près 1 an. Puis on a décidé d'aller de l'avant. Et d'avoir votre garçon. Et ça, qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique? Donc là, on parlait de beaucoup de fatigue, mais vous avez quand même fait le saut suivant d'avoir un deuxième enfant. Est-ce que pour vous, ça allait de soi que vous vouliez avoir plusieurs enfants, plus d'un enfant? Oui, ça a toujours été ce qu'on voulait, une famille de plus d'un enfant. On pensait 3, mais on a décidé d'arrêter à 2. 2, c'était suffisant. Ouais. Ouais, ben en plus, on a eu, tu sais, comme on a eu le garçon, la fille puis le garçon. C'était parfait. Tu sais, ça n'a pas fait une grosse différence, honnêtement, un deuxième dans le niveau de fatigue, là, dans le niveau de projet, de fatigue et tout. Ça a été assez facile. Mais à 2, on s'est dit, OK, La famille s'est terminée là. Ouais. Et puis par la suite, dans le fond, ça a été une période un peu plus creuse parce que, Sarah, tu étais souvent fatiguée. Il y avait une petite période où tu ne savais pas ce que tu avais. Vous étiez à la recherche de peut-être d'un diagnostic même. Et ça, pour le couple, là, ça a été une période Oui, plus là, difficile. ça a été vraiment difficile pour notre couple, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, avec l'arrivée de Charles-Olivier, tout allait bien, c'était beau. Mais j'ai commencé à avoir plein de petits symptômes qui étaient comme un peu pas de lien ensemble, tu sais, des trucs, une fatigue qui s'installait tranquillement. Mais là, tu te dis, bon, ben on a 2 enfants, tu sais, on a fait beaucoup de projets les dernières années. Peut-être que je suis juste un peu épuisée. J'ai fait des genres de plaques d'allergie, de l'urticaire, de l'eczéma. Juste plein de petits trucs qui sont arrivés petit à petit qui s'additionnaient jusqu'au point où, à un moment donné, j'étais vraiment comme couchée 24 heures sur 24. Je pouvais plus rien faire, ou presque. J'ai été diagnostiquée avec une mononucléose à ce moment-là. Puis je me disais, ah bon, ça explique enfin. Puis finalement, la mononucléose, je me remettais pas. Puis la bosse est apparue sur mon sein. Mais c'est ça, c'est à ce moment-là. Et pour vous, dans le fond, bon, la bosse, on va en parler parce que ça fait partie de votre cheminement de couple, ce qui a en fait soudé, solidifié votre couple à jamais. Mais à quel moment est-ce que tu as découvert cette bosse dans ton sein? C'était sous la douche ou après la douche? Oui. Dans le fond, j'ai eu ma mononucléose au mois d'août. J'ai découvert ma bosse au mois de septembre. Fait que j'ai été prendre une douche comme si rien n'était. J'étais en train de m'essuyer avec la serviette. J'avais jamais rien remarqué d'anormal. J'avais jamais fait de palpation non plus. J'étais jeune, j'ai pas de cancer du sein dans ma famille. J'avais jamais pensé le faire. Puis j'ai senti comme un accrochage, comme ça a fait mal. Là, j'ai vérifié, j'avais une bosse, j'ai palpé quelque chose. Puis là, c'est à ce moment-là que ça a été découvert. Mais là, je me suis dit, ah, c'est rien, tu sais. Mais finalement... Finalement, le diagnostic est tombé. Quand même, quelques mois plus tard, ça a pris quand même un certain temps avant d'avoir ce diagnostic-là. Et vous étiez les deux là, dans le bureau du médecin, lorsqu'il vous a annoncé que Sarah est atteinte du cancer du sein. Comment est-ce que vous avez réagi? Ça a été l'enfer. Sur le moment, elle était plus là, tout simplement plus là dans le bureau. Elle a figé. Puis
je crois qu'elle n'entendait tout simplement plus rien. Non. Moi, j'étais dans ma tête. Dans le fond, je me sentais mal pour lui parce que je le voyais à côté de moi puis je me disais « Oh mon Dieu! » Je voyais que son regard était comme « Oh mon Dieu, elle a le cancer. Ça se peut pas. » Puis en même temps, je pensais à mes 2 enfants. Fait que j'étais vraiment dans ma tête en train de me dire « Oh mon Dieu, les enfants, Benoît, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a pas de bon sens, je peux pas être malade. » Fait que j'ai rien entendu. C'est lui qui a plus écouté qu'est-ce qui se passait. Et même encore là, je pense que Benoît était aussi sous le choc aussi. Ou... Oui, tout à fait. Là. C'est assez... c'est comme le camion, là. Oh, ça nous arrive à nous. J'essayais juste, tout simplement, j'ai vu qu'elle avait déconnecté un petit peu, puis j'essayais, de retenir le plus d'informations possible que le médecin nous expliquait. Parce que ça se passe très vite. La médecin, justement, elle déballe plein de trucs. Le type de cancer, le grade, la tumeur, etc. Un peu qu'est-ce qui va s'en suivre en résumé, mettons. Mais tu sais, le choc est tellement gros que... D'ailleurs, elle l'a vu parce qu'à un moment donné, la médecin a dit « Je pense que je vais vous laisser digérer ça pour aujourd'hui, puis on va s'en reparler demain, tu sais. » Parce que c'était trop... C'était trop gros. Puis là, vous revenez à la maison. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que... j'imagine que vous avez beaucoup pleuré. Oui. Puis aussi, le stade du cancer était quand même assez élevé, là, je veux dire. C'était pas une mince affaire, là. C'était grave. On n'était pas dans le déni. Ça faisait longtemps que j'avais une bosse sur mon sein. On l'avait vu grossir, la bosse, en se disant que c'était pas un cancer à cause de ce qu'on nous répétait. Il y avait beaucoup plus de chances que ce soit pas un cancer. C'était même pas nécessairement dans nos plans. Bien, pas dans nos plans, mais tu sais, on pensait pas que c'était une possibilité. C'était pas une option. Non, mais on voyait la masse grossir depuis des mois. Donc, en sachant que c'était un cancer, c'est sûr que notre premier réflexe quand on est revenu ici, c'était de pleurer parce qu'on avait vraiment peur que je meure. Là, le cancer était avancé, puis on savait, en le voyant grossir, on savait que c'était vraiment grave. Là. Fait qu'on a pleuré. Ça a été vraiment troublant, en fait. Les premiers jours, c'est comme un mauvais rêve, un peu. On a des émotions à vivre comme individu, comme couple, mais on veut pas les traumatiser, nos enfants. On veut pas qu'ils voient à quel point c'est dramatique ou à quel point ça peut être grave. Fait que devant eux, fallait garder t'sais, on a toujours été clair sur nos émotions, mais on pouvait pas se permettre d'avoir l'air de... s'effondrer nécessairement. On voulait pas qu'ils pensent que c'était fini. On voulait pas qu'ils vivent notre peine. T'sais. Mais oui, ça a été quelque chose. Le diagnostic puis les jours qui s'en suivent, c'est un peu un gros cauchemar. Là. C'est les pires parce que c'est l'acceptation. Puis tu as un paquet de stades à passer à travers. Tu es dans le déni, tu es fâché, moi, dans mon cas, l'impuissance aussi, je peux absolument rien faire, tu sais. Je peux juste être là puis la supporter, mais en même temps, moi aussi, je vis un paquet d'émotions. Fait que tu essaies d'être là pour ta conjointe, ta femme, puis en même temps, tu essaies de pas trop montrer que ça t'affecte. Oui, dans un sens, j'étais relativement ouvert, mais je gardais quand même une petite gêne, puis j'avais mes moments à moi où est-ce que j'étais seul, puis je me laissais plus aller parce que tu essaies d'être fort aussi à travers tout ça. J'avais beaucoup de difficultés à continuer à fonctionner normalement. Puis lui a pris vraiment la relève à ce moment-là. T'sais, ça a été mon pilier, ça a été lui qui a comme... OK, il a pris la relève, on a pris... il a pris congé, s'est occupé des enfants, de la famille, de la maison, de la bouffe, des commissions, de tout. Puis moi, j'ai vraiment comme vécu tout ce que j'avais à vivre. Il m'a laissé vivre mes trucs, puis il a pris la relève, tu sais. Fait que justement, peut-être qu'il a mis un peu de côté ses émotions pour être le pilier, puis prendre tout en charge sur le coup. Puis en même temps, des fois, ça permet aussi de... Tu sais, quand on est dans l'action, c'est comme un échappatoire de la douleur qu'on ressent. Oui. Ouais. Ça te rattrape, par exemple. Oui. Mais c'est ça. Faut quand même... C'est-à-dire, il ne faut pas que tu te délaisses non plus à travers ça. Il faut que tu restes fort, il faut que tu te prennes en charge. Il faut que tu laisses les autres vivre ce qu'ils ont à vivre. Tu leur donnes assez d'espace, puis
tu essaies juste de comprendre ce que les gens alentour de toi ont besoin puis d'essayer de donner ça, tu sais. Comment est-ce que vous avez vécu toutes ces étapes d'opération, là, vraiment pas évidentes? Là? On a pu se permettre que Benoît reste à la maison un certain temps, un bon temps dans le fond, là, pour être là pour mes opérations. Il y avait un emploi assez flexible, puis il pouvait être là, mettons, 2 semaines après mon opération. Fait que la première opération, ça a été la mastectomie. Puis il restait à la maison après. On avait bien planifié nos choses. Fait que ça s'est quand même très bien déroulé, mais encore là, j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance. Je me sens quasiment mal d'en parler, tu sais, parce qu'il a tellement été là que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui est capable d'être là ou qui peut se le permettre. Ouais, nos finances nous le permettaient. Donc, j'ai pu me dédier complètement à la famille pendant qu'elle a pu dealer avec tout ce que ça l'engendre. Ouais. Oui, comme la mastectomie, justement, ça, c'est quand même la perte de tes 2 seins. Et ça, est-ce que vous en aviez aussi parlé en couple? Parce que, ultimement, on s'entend, là, c'est toi, Sarah, qui prends la décision pour ton corps, mais vous êtes en couple, vous en parlez quand même. Oui, puis tu sais, c'est moi qui ai pris la décision, mais Benoît a vraiment toujours été un pilier, là. Puis il a toujours appuyé, tu sais, dès le départ, pour lui, ça a été super clair qu'il n'y avait aucun problème si je voulais faire enlever les 2, qu'il n'y avait aucun problème si je voulais pas de reconstruction, que ça le dérangeait pas du tout. Il m'a toujours fait sentir que j'étais super belle, peu importe, tu sais, avec 500 seins. Fait que j'ai vraiment eu de la chance aussi à ce niveau-là parce que j'ai pas senti de pression, j'ai pas senti de honte ou de gêne devant, tu sais, par rapport à mon couple. Parce que c'est quand même... Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui le vivent difficilement parce que c'est une grosse partie de notre féminité. On a l'impression qu'on se fait quand même enlever un morceau de notre corps de femme. Puis des fois, c'est dur sur les couples, c'est dur pour la femme face à son couple. Et aussi, dans toute cette aventure-là, il y a eu aussi la transformation, donc, au niveau physique, les cheveux. Je pense que c'est Benoît qui t'a rasé les cheveux. Et parlez-moi de ce moment-là, parce que j'ai vu la photo qui représentait ça et c'était magnifique. On voyait vraiment votre amour. Ça a été un super beau moment. On a fait comme un événement qui se voulait un peu festif. C'était le début de l'aventure. Puis moi, je voulais pas perdre mes cheveux avec les traitements. Je voulais pas me retrouver à tirer des poignées de cheveux. Je voulais prendre le contrôle sur quelque chose. Fait qu'on a fait un mini party, là, un petit rassemblement avec quelques membres de la famille, quelques amis. Puis Benoît m'a rasé les cheveux. Ma fille a coupé un petit bout de mèche aussi. On a essayé de rendre ça vraiment comme chaleureux. Et la maladie, ce que ça leur a apporté aussi, c'est que vraiment, ça vous aura solidifié en tant que couple. Énormément. Vraiment, parce que vous auriez pu partir dans 2 directions différentes. Ça arrive lorsque une femme est atteinte du cancer du sein ou peu importe le cancer. C'est quand même des épreuves très difficiles pour un couple, pour une famille. Mais vous, pourquoi ça vous a unis davantage? Bien, avant le cancer, on a eu nos bas, honnêtement. T'sais, on a eu nos hauts et nos bas. Puis je pense que la famille, puis tous les projets qu'on avait eus, c'était un peu lourd. Puis des fois, tu te retrouves juste dans le quotidien, puis un peu, tu sais, c'est ça, il y a tous les petits tracas quotidiens qu'on trouve donc bien dramatiques des fois. Le cancer, ça te ramène à la réalité de la vie qui est fragile, que tu peux la perdre n'importe comment, n'importe quand. Puis, comme couple, tu réalises aussi, tu sais, mon Dieu, je veux pas qu'il y arrive quelque chose. Ça nous a juste soudés énormément dans le fait de vivre le moment présent, de profiter du fait qu'on a un et l'autre, puis qu'on est là, puis de profiter de chaque moment. C'est une réalisation de l'importance de la vie, en fait. Oui. On fait des chins, puis là, tu comprends que quand tu dis santé, ça vaut. Ouais. C'est tellement puissant comme expression, mais on s'en rend pas compte parce que c'est du quotidien, chin-chin, santé, tu sais. Mais là, ça a pris un autre sens, vraiment. Vraiment. Puis chaque petite affaire, tu sais, le cancer a été difficile. On a pensé que j'allais y passer pendant un bon bout de temps. Du sens qu'on a fait notre testament, on a pensé au pire. Mais une fois que tu passes à travers,
Puis que, justement, tu sais, là, les deux, on est sortis du pire bout. Il y a toujours la peur de la récidive et tout ça, mais une fois que tu passes à travers, chaque activité qu'on fait, c'est niaiseux, mais mettons, on s'en va faire de la planche sur le lac, de la planche à pagaie. Bon, ben on s'arrête en plein milieu du lac, puis on se regarde, puis c'est comme... C'est une journée qui est bien plus belle qu'avant la maladie parce que, en plus de la vivre, on la vit à fond en se disant « On est là ensemble, wow, quelle chance on a! » On dirait que chaque jour est comme un cadeau. Chaque sortie, chaque activité, chaque truc qu'on fait ensemble, ou même juste des petites jasettes qu'on a, des fois des petites discussions un vendredi soir, on est comme conscient qu'on a la chance d'être encore ensemble, d'être encore là avec notre famille. Puis comment ça vous a changé individuellement? C'est une maturité. Ouais. Tu deviens adulte instantanément à traverser toutes ces choses-là. Ton âme grandit. Faire face à la mort, t'as pas d'autre choix que de l'accepter parce qu'on s'en va tout là, mais d'avoir ça devant nous comme ça, on ne réalise pas à quel point c'est fragile, c'est important, puis à travers ça, tu deviens juste plus fort. Tu sais, ta stabilité émotionnelle, même s'il y a des hauts, des bas complètement fous, tu deviens plus stable après. Oui. Tu réalises ce qu'il y a alentour de toi, tu réalises qui tu es. Qu'est-ce qui a de l'importance? Qu'est-ce qui a de l'importance? Vraiment, qu'est-ce qui a de l'importance? Je pense que ça, c'est le point principal, moi, personnellement, que ça m'a apporté, c'est il y a tellement de choses qui n'ont pas d'importance à laquelle je donnais trop d'importance. Tu sais, autant des petits tracas physiques, mettons, tu sais, je m'aime pas, j'ai ci, j'ai un peu de poids en trop, autant des accrochages ou des petites chicanes pour des niaiseries, n'importe quel petit truc de la vie qui, avant, me causait du stress ou des émotions, m'en cause plus, tu sais. Parce que tu apprends comme personne à voir que la seule chose qui a de l'importance, c'est ma santé, la santé de ma famille, de mon partenaire, de mon amoureux, puis qu'on ait un toit sur notre tête. Ça l'apporte beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de revenir à l'essentiel. Et aussi est venue la demande en mariage et vous êtes mariés en 2020, en août 2020. Et ça s'est déroulé simplement dans votre cour. C'était Ici même. magnifique. Ouais. Vos photos sont écœurantes. C'est vraiment, vraiment beau. On ressent tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Décrivez-moi un peu cette journée-là. Comment ça s'est passé? Ça a été parfait. Oui. Ça a été plus que tout ce qu'on pouvait espérer. On a fait un petit mariage, COVID oblige, très intime, mais finalement, je pense que ça n'aurait pas pu être plus beau que ça. Je pense que c'était fait pour être intime. On n'était même pas 20 personnes, je pense, en tout, là, une vingtaine de personnes. Puis, c'était juste beau, La journée était émotif. magnifique, la température était magnifique. Le discours venait du setup, cœur, ouais. mon Dieu, tu sais, c'était juste vrai. Après tout ce qu'on a traversé de lait, la chimiothérapie, ça n'a pas été facile. J'ai été beaucoup malade. Les opérations, à chaque fois, on pensait que j'allais y passer, veux pas. On a pleuré pendant des mois de temps à chaque mauvaise nouvelle. Les bonnes nouvelles nous donnaient un peu d'espoir. Mais tu sais, ça a été beaucoup dur, mettons, très, très, très difficile. Puis cette journée-là, j'étais en rémission. Tout venait de se terminer, dans le fond. On avait passé à travers le pire de tout. C'était que du beau puis que du doux. C'était une célébration de la vie. C'était pas juste notre amour, c'était comme je suis vivante, on est ensemble, on se marie, la vie est belle. C'était parfait, c'était juste incroyable. Mais la demande en mariage, elle, s'est faite à quel moment? C'était avant, parce que le mariage était prévu, je crois, avant même le diagnostic. Racontez-moi un peu comment ça s'est fait, la demande, puis la date était déjà prévue. Oui, dans le fond, c'était à Noël. À Noël, avant le diagnostic, que la demande en mariage s'était faite. Fait que c'était une belle petite demande super mignonne. On était les deux ensemble là, à l'intime. Mais on avait planifié, là, tu sais. Honnêtement, c'est drôle parce que
là que tu m'en parles, on dirait que je me souvenais même pas que c'était avant le mariage, tu sais. Mais là, à y repenser, je me dis, ben oui, c'était avant le cancer, excuse-moi, avant le diagnostic. Parce qu'on dirait que c'est deux mondes différents. Là, je me souviens de la demande, mais on dirait qu'elle veut comme rien dire par rapport à ce qu'on a vécu après. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. On n'était pas à la même place, tu sais. C'était une demande en mariage, mais notre couple allait plus ou moins bien. Ouais. C'était un Disons peu les comme, vraies on va se choses. marier, Ouais. ça va sauver les choses. Ouais, va sauver c'est les pratiquement ça. Presque ça. Ouais. pour ça que Dis, je OK, trouve la ça drôle prochaine de me étape, dire, tu sais, ah oui, la c'était prochaine étape, c'est ça. Là. Tu sais, notre relation, on est rendu là. On a deux enfants, on est rendu à la deuxième maison. Bon, ben, à un moment donné, il faut closer the deal. Ouais. Puis on Hein? avait fait comme je fais tout le temps, comme je faisais tout le temps avant. Moi, j'avais tout planifié. C'était le gros mariage dans une salle de réception avec tu sais, une centaine de personnes. La grosse affaire. Ouais. Puis finalement, tu sais, c'est ça, le cancer est arrivé, ça a comme complètement changé nos plans, mais en même temps, on voulait se marier plus que jamais parce que là, tu sais, tu te dis, ça se peut que ce soit notre dernière année ensemble. Fait que- mais là, la signification a complètement changé. C'était pas le mariage qu'on avait en tête de bon, ben on le fait, ça va être safe pour les enfants aussi. Puis s'il arrive, c'était un peu formel. À vraiment, je t'aime, puis je veux te marier avant de partir. C'était un peu ça, tu sais. Si jamais fallait que je décède, je voulais que ça soit fait. On dirait que la maladie, malgré tous ses côtés négatifs, a pas sauvé votre couple, mais en quelque part, vous a rapprochés et unis pour la vie. Oui, en quelque part, je pense que ça a sauvé notre couple, puis ça a sauvé... Moi, je le dis, des fois, je trouve que ça a sauvé ma vie, tu sais. Autant, la maladie a sauvé ma vie. Je trouve ça bizarre à dire, mais j'étais pas nécessairement la personne la plus heureuse avant le cancer. Je me mettais beaucoup de pression, j'étais beaucoup... Dans la perfection. Planifié. La perfection, oui, exactement. Pour mon couple aussi, tu sais. J'avais des attentes, bref. Puis je mettais beaucoup de stress sur les épaules à Benoît, je sais. J'étais très, très intense. Puis autant le cancer m'a super gros changé, bien c'est sûr que ça a eu des répercussions énormes sur notre couple. Puis ça a été, je pense que ça a été bénéfique pour nous tous, malgré le fait qu'aujourd'hui encore, ça reste une peur. Oui, parce que comment va ta santé? Là, maintenant, aujourd'hui, on se parle, on est au mois d'octobre 2021. Ça va bien, mais ça reste que le type de cancer que j'ai eu est un cancer qui peut revenir n'importe quand. Puis souvent, bien, quand ça revient, des fois, ça revient sous forme de métastase. Donc, tu sais, ça peut... Autant, j'ai des femmes que je connais qui ont eu ce cancer-là, puis que quand c'est revenu, sont partis en quelques mois. Fait que c'est sûr que tu as tout le temps l'impression... J'ai encore l'impression que je vis un petit peu avec une petite bombe en dedans. Pour bien des gens, c'est fini. Puis ils me disent « Mais non, t'es en rémission! » Mais pour moi, c'est comme pas fini encore. J'ai toujours ce sentiment que ça pourrait revenir. Fait que, puis, tu sais, on en parle souvent. Puis des fois, il y a des moments où c'est plus difficile. J'ai souvent... toute la chimio que j'ai eue, les opérations que j'ai eues, ça a laissé des séquelles. Donc, c'est sûr que je vais bien, mais j'ai beaucoup moins d'énergie que j'avais avant. Tu sais, il y a beaucoup de douleurs articulaires, musculaires. Il y a souvent des douleurs qui arrivent qui sont neurologiques, mettons, à cause de la chimio ou des traitements, qui fait que, bon, ben tu sais, c'est un exemple, il y a 2 mois, j'avais super mal à la colonne vertébrale. Il a fallu que j'aille passer des scans. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, l'oncologue est un petit peu inquiète. Puis tu le sais que ce scan-là pourrait être, bon, bien, c'est fini, c'est un stade 4, c'est des métastases dans la colonne. C'est toujours ça qui revient. Mais bon, tout était beau, donc ça va bien. Puis on essaie du plus possible de profiter de la vie à tous les jours, puis de mettre ça comme une petite voix en arrière, là, puis pas y donner trop de place. L'importance. Vivre au jour le jour, puis espérer pour le mieux. Bien, c'est ce que je vous souhaite. Une excellente santé à vous deux. Une longue vie de couple. Vous êtes vraiment beau à voir et très, très inspirant et résilient. Merci vraiment beaucoup.